merci de m'avoir invité à ce regard croisé Europe-Afrique. Oui, je suis actuellement donc présidente de AFDI, Agriculteurs français et développement international, avec une carrière donc d'agricultrice en zone herbagère dans le Doubs, dans le département du Doubs, donc à l'est de la France. Et puis un passé à la fois syndical, jeune agriculteur, consulaire, associatif et politique. J'ai été presque 12 ans vice-présidente du conseil régional Franche-Comté et ensuite Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'agriculture. Ce regard croisé, expliquer les mouvements qui se sont passés, en Europe, en France en particulier. C'est vrai que j'ai suivi ça attentivement parce que dans la place que j'occupe aujourd'hui, je suis un peu entre les mouvements paysans du Sud et les mouvements paysans du Nord. Je suis invitée au CA de la FNSEA et j'ai suivi attentivement les racines de ce mouvement et comment il s'est déployé. Et mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Au-delà du ras-le-bol et des contraintes, des contraintes administratives, des normes qu'ont exprimé un certain nombre d'agriculteurs, moi, ce que je sens, c'est que il y a depuis des années, les agriculteurs en France et en Europe ont affaire à une distorsion de concurrence, un sentiment d'être plus vraiment protégés par leur pays ou par l'Europe, et de ne plus avoir de visibilité en quelque sorte pour produire, parce que les marchés sont ouverts à de la concurrence de produits qui ne respectent pas les mêmes conditions de production. Et c'est vrai que c'est vrai en Europe. Moi, je pensais pas arriver à mon âge et de connaître encore aujourd'hui une Europe qui n'est pas sociale, qui n'est pas fiscale, qui n'a pas les mêmes règles au niveau environnemental. Je trouve que vraiment l'Europe peine à avancer et les difficultés viennent de là au niveau européen. Et puis à l'extérieur, c'est pire encore puisqu'on apporte des produits qu'on ne veut pas voir dans nos assiettes parce qu'ils utilisent des substances, des pesticides qui sont interdits en France. Depuis quelques années, je vois des paysans, des filières qui se découragent parce que je vois par exemple dans ma région la moutarde, elle est essentiellement importée du Canada où elle est produite avec des produits phytosanitaires qui sont interdits en France. Je pense notamment au blé dur. Le blé dur qui devrait être produit en Italie pour faire nos pâtes, il est produit essentiellement aussi outre-Atlantique parce que là-bas, ils dissèquent le blé dur avant récolte. C'est une pratique qui est interdite en Europe. Donc voilà, il y a des choses qui découragent en quelque sorte les filières, les paysans à la base. Et donc un ras-le-bol de tout ça. Et par rapport donc au mouvement, aux changements obtenus, moi pour l'instant je trouve qu'ils sont faibles. En effet, l'OMC ne reconnaît que le produit, pas la façon de faire le produit, que ce soit au niveau social ou environnemental. Donc les changements pour l'instant ils sont pas là. Ce problème de distorsion de concurrence soulevé par les paysans, ils sont les mêmes ailleurs, avec des distorsions de concurrence qui sont encore plus fortes, notamment d'un point de vue social, pour les pays qui sont qui sont en développement. Je crois que quand il s'agit de relations commerciales, les intérêts économiques priment souvent sur des considérations climatiques ou d'équité. Et j'en veux pour preuve, j'ai tiré quelques exemples qui impactent l'Afrique. Je pense notamment aux produits alimentaires. Je voyais 1 kilo de pain, il est en moyenne 25% moins cher qu'un kilo de couscous ou de manioc produit localement. Donc c'est difficile de continuer d'avoir des filières vivrières locales avec cet impact-là. En ce qui concerne les produits d'exportation, vous voyez, rien qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, gros producteur de cacao, 80% de la forêt est défrichée depuis les années 60 et avec 55 producteurs de cacao vivant, 55% de producteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, donc en fait, ce défrichage n'a pas forcément servi à enrichir ou à ce que les producteurs en vivent. Et puis, juste aussi un exemple au niveau de la santé,
Tu en parlais, Jean-Luc, tout à l'heure. L'UE et d'autres pays continuent d'exporter des produits qu'elle interdit sur son sol pour des raisons sanitaires. Bon, c'est pas énormément ça concerne moins de 5% de sa production, mais après on importe ces mêmes denrées alimentaires, si bien qu'en fait, eh bien, ça a un impact négatif à la fois sur les producteurs qui utilisent ces produits, qui sont jugés dangereux, et puis également sur les consommateurs. Voilà, c'est juste 3 exemples. Et puis, il y a les APE qui sont proposés par l'UE, les accords de partenariat économique, qui entendent supprimer la majorité des droits de douane et mettre en compétition à une des zones économiques les plus riches au monde avec une des zones les plus pauvres. Et je crois qu'on a tous en tête ici ces différences. Moi, je l'explique souvent dans le réseau AFDI autour de l'énergie. En France, en Europe, dans les pays dits développés, nous avons bénéficié de 2 siècles d'énergie pas chère, qui était le carbone. Et avec ça, on a développé tout. Bien sûr, la mécanisation de l'agriculture. On a tous en tête un homme, 1 hectare, un homme avec culture attelée, 10 hectares, un homme avec tracteur, 100 hectares. Et je pensais bien au-delà aujourd'hui avec les tracteurs qui existent. Donc des gros écarts de productivité et tout le reste en découle de cette énergie carbone, que ce soit le manque de soutien des gouvernements dans les investissements, que ce soit les financements de l'agriculture, la formation, enfin tout l'univers qui sert au développement est pas là. Et il faut qu'on ait ça en tête et pour se poser la question, comment on peut mettre sur le même champ de concurrence des produits issus de situations aussi différentes. Pour moi, c'est quelque chose qui est profondément injuste et qu'il faudrait arriver à corriger. Comment appuyer les OPA africaines avec ce contexte-là? Même, il me semble qu'il y a deux niveaux. Il y a les politiques et il y a les organisations agricoles. Je pense qu'on a besoin de cohérence dans les politiques pour tous les agriculteurs du monde. De cohérence, moi j'ai fait un peu de politique, donc au niveau régional, je remarque la difficulté qu'il y a à tous les niveaux pour que les responsables, les vice-présidents ou les ministres, entre l'économie, l'emploi, l'environnement, les territoires se parlent et construisent ensemble. On a souvent des politiques en silo. C'est vrai aussi pour l'Europe, entre la Direction générale de l'agriculture, du développement durable, la Direction générale du développement et de la coopération et le service européen pour l'action extérieure. Voilà, est-ce que ça se cause? Est-ce que ça construit ensemble? Idem pour les pays africains, entre les politiques commerciales, agricoles, alimentaires. Ces politiques, des fois, déconstruisent souvent d'une main ce qui a été construit par l'autre. Et il y aurait besoin aussi d'une cohérence entre la parole et l'action à tous les niveaux. Voilà, par exemple, en Afrique, augmenter le décaissement en direction de la transition agroécologique réellement, plutôt que d'en faire juste des discours. Et puis, il y a aussi une cohérence dans l'histoire à avoir. Moi, je ne comprends pas comment on dénie le droit aux sous-régions africaines d'avoir des espaces économiques protégés, alors que nous savons très bien qu'en Europe, l'agriculture s'est développée grâce à cet espace économique protégé. Voilà, donc ce serait quand même important de pouvoir avancer peut-être sur des modalités qui permettent réellement aux agriculteurs africains de ne pas prendre de plein fouet la concurrence, notamment due à ces écarts énormes de productivité. Et puis j'ajouterais au niveau politique une vigilance à avoir sur les APE. Ces APE, elles doivent avant tout protéger les filières agricoles et alimentaires, pas les détruire. Il s'agit bien, en protégeant ces filières, de garder la souveraineté alimentaire dans les pays. Voilà, donc ça, il faudrait pouvoir avoir une attention forte. Et puis, une attention également et un investissement important envers les femmes et les jeunes. Les femmes, pourquoi? Parce que en fait, en matière d'agroécologie, en matière d'alimentation,
eh bien, elles sont fortes, surtout en Afrique. 70% de l'alimentation en Afrique de l'Ouest, pas loin, hein, sont produits par des femmes. Et là, il y a une voie de développement. Et puis, les jeunes, bah, tout simplement parce qu'ils sont majoritaires dans la population en Afrique et ils doivent pouvoir trouver leur place. Donc, une vigilance à avoir sur ces deux catégories de population. Voilà, donc au niveau politique. Et puis, au niveau des OP, des organisations paysannes, des organisations professionnelles agricoles, OP, OPA, il me semble que le combat, il est assez similaire. Et il pourrait se renforcer mutuellement. Là, il se trouve que justement hier, j'avais un rendez-vous avec le président de la FNSEA et je lui ai parlé de deux grandes préoccupations communes. La première, la préoccupation du métier, et la deuxième, la question de la souveraineté alimentaire. La préoccupation du métier, qui a été un peu la ligne directive des manifestations agricoles ce printemps, elle tournait autour de la dignité du métier, d'un juste prix et des conditions d'exercice du métier. Et je trouve que ces revendications ressemblent fort à celles qui sont portées par les OP au Sud. J'en veux pour preuve que le ROPA, le réseau des organisations professionnelles paysannes d'Afrique de l'Ouest, a envoyé une lettre justement aux syndicats en France pour soutenir l'action parce qu'ils trouvaient une résonance dans leur propre combat pour avoir des prix justes, des politiques cohérentes, pour lutter contre les distorsions de concurrence. En fait, le contexte est différent, mais le fond du combat syndical est le même. Et moi, je trouve vraiment bien que l'Europa ait donné cette ouverture à l'international de nos manifestations et de nos luttes paysannes, avec une vision d'agriculture plus large, une agriculture de production nécessaire pour alimenter les populations sur la base d'agriculteurs qui vivent de leur métier et de ressources renouvelables. Et puis la deuxième, donc ça autour de la préoccupation du métier, et la deuxième question autour de la souveraineté alimentaire, qui est une question qui n'intéresse pas que les paysans et les filières agroalimentaires, mais également un pays. Je constate qu'elle est traitée dans la loi d'orientation agricole pour que les agriculteurs français qui puissent produire l'alimentation en France. Hein, c'est un peu aussi une ligne importante avec le renouvellement des générations dans la loi d'orientation. Et puis en Europe, je lisais un intitulé pour remettre la souveraineté alimentaire au cœur des politiques agricoles et alimentaires. Donc c'est aussi une ligne importante. Mais pour moi, et je suis déjà intervenue plusieurs fois dans les OPA en France à ce sujet-là, pour moi, la souveraineté alimentaire, elle nécessite une approche internationale. Ça peut pas être autrement. À AFDI, nous savons que de multiples organisations agricoles dans divers pays défendent la souveraineté alimentaire pour lutter contre la distorsion de concurrence, parce que celle-ci, elle déstabilise la capacité à produire des filières alimentaires en place. Et puis, il s'agit aussi de donner des nouvelles perspectives aux générations qui viennent sur le plan social, et puis aussi d'atténuer l'impact environnemental de l'alimentation, qui quelquefois parcourt des milliers de kilomètres, alors qu'elle pourrait être produite à proximité. Donc, à notre sens, la réflexion doit s'élargir au niveau international. Il faudrait trouver une définition commune à cette souveraineté alimentaire. Je m'aperçois que elle est un peu tiraillée dans tous les sens, même si la FAO en a donné une définition. C'est un peu à géométrie variable, et ce serait bien que les paysans puissent prendre part à ce débat-là. Et puis, je pense qu'il serait intéressant de trouver des stratégies d'alliance, et puis pour à terme pouvoir s'inscrire dans les accords internationaux du commerce, parce que c'est bien là quand même que sont les règles qui régissent le commerce à l'heure actuelle. Et bien entendu, avoir la conscience que la souveraineté alimentaire, le droit à la souveraineté alimentaire doit s'appliquer en réciprocité. Ce qui est réclamé par les paysans français aujourd'hui doit également être reconnu pour les organisations paysannes d'autres pays.
En fait, pour nous, AFDI, tout passe par les OP et les OPA, les organisations d'agriculteurs, de paysans. Euh, Ils doivent pouvoir peser dans la balance au niveau du nombre de leur force économique ou politique, hein, selon le type d'organisation, pouvoir faire du lobbying auprès de leur gouvernement, euh, établir des alliances internationales d'agriculteurs. Euh, voilà. En tout cas, à AFDI, nous essayons de répercuter cette voix des paysans qui s'expriment sur des questions qui nous paraissent cruciales, que ce soit l'alimentation, l'emploi des jeunes ou l'adaptation au changement climatique. Voilà ce que je peux dire pour démarrer cette discussion.